Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, dessinatrices, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, c'est un entretien un peu particulier puisque j'accueille Hugo Bellagamba, un auteur aux multiples vies. Hugo est enseignant, chercheur et historien du droit, et je dirais pour ma part historien tout court, tant sa palette est vaste. Il est auteur de romans et de nouvelles dans le domaine de l'imaginaire, comme on dit. Et c'est également un anthologiste, un essayiste, un fin connaisseur des littératures de genre, capable de nous guider dans les idées étourdissantes des anciens de la science-fiction et de la fantasy. Bonjour Hugo, bienvenue. Bonjour Mickaël, ravi d'être avec toi et avec vous tous. Ravi également. Merci pour ton temps. On comprend qu'il est précieux quand on voit toutes les palettes que tu déploies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais que je me suis plongé un peu dans ton profil, dans tes multiples facettes, et je dirais, tu en as beaucoup, ça donne un peu le vertige. Sans doute un peu trop. et au niveau de tes fictions, même, tu es inclassable, donc on va pas te réduire à un genre. Tu écris à la fois du roman historique en mettant ta petite touche du chronique. Tu vas écrire de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique. Donc voilà, j'ai eu l'impression ce matin en préparant de m'attaquer à l'ascension de l'Everest. Non, n'exagérons pas. C'est sans doute que je fais beaucoup trop de choses en réalité pour bien toutes les faire, je pense. Mais bon, j'ai toujours été comme ça. C'est mon côté ouvert sur différents univers. Et alors je me disais comment tu te présentes, comment t'arrives à te présenter. Tu choisis le contexte, tu pioches une facette. Qui es-tu, Hugo? Alors, j'aime bien être à la croisée des mondes, en fait. Voilà, c'est pas pour rien que je suis auteur de science-fiction. Et la science-fiction m'a appris dès mon plus jeune âge à être justement, au plus près des bifurcations qui peuvent se prendre aussi bien d'ailleurs dans la vie que dans les idées. Par exemple, autant te le dire tout de suite, j'ai une sainte horreur des idéologies qui enferment les idées dans des espèces de canevas dont on ne peut pas sortir et dont en plus les motivations sont très très peu intéressantes puisqu'il s'agit toujours de conquérir le pouvoir. Moi, j'aime les idées pour leur vivacité, pour leur liberté, et j'aime la science-fiction pour ça, parce qu'en fait, elle se définit comme une littérature des imaginaires au sens large. Alors, je sais pas comment je me définis. Pendant très longtemps, j'étais quand même prudent. C'est-à-dire que quand j'étais dans un univers d'histoire du droit, j'évitais de mettre en avant mes activités d'auteur de science-fiction. Et quand j'étais dans le milieu de la science-fiction, je n'hésitais pas à dire que j'étais historien du droit, mais avec parfois, l'impression qu'un historien du droit, ça semblait très austère. Je me rappelle quelqu'un qui m'a dit une fois, mais c'est étrange, qu'est-ce que tu fais dans ce milieu de la science-fiction, voilà. Et inversement, j'ai eu droit aussi à vous écrivez de la science-fiction, ça peut vous desservir, attention dans votre carrière. Voilà, ça c'était il y a 20 ans. Même 30 ans peut-être. Aujourd'hui, j'essaye au maximum de cultiver les passerelles entre ces deux univers principaux qui sont d'un côté l'enseignement et de l'autre côté l'écriture, ou plus largement la science-fiction dans tout ce qu'elle a de vibrionnant, d'ouvert sur le monde, d'ouverture sur le monde, etc. Et puis l'histoire des idées et du droit qui me donne toujours des clés pour essayer de comprendre les changements de la société et puis les transmettre à mes étudiants. Donc maintenant, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'approche de la cinquantaine, j'essaye de faire des passerelles et de les assumer surtout, ces passerelles. Donc c'est moins compliqué de se présenter maintenant qu'il y a un certain temps. Oui, beaucoup plus assumé, c'est tout à fait. L'évolution naturelle. Comment tu dis que tu as commencé il y a plus de 20 ans à écrire. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Alors tu parlais des passerelles en fait du côté du creuset de la science-fiction et bouillonnant, mais qu'est-ce que toi qui t'a motivé intérieurement? Alors j'ai toujours voulu écrire de la science-fiction depuis tout petit, depuis l'époque où je lisais des livres dont vous êtes le héros, je regardais Goldorak et je découvrais les grands auteurs de l'âge d'or de la SF. Les Isaac Asimov, les Robert Silverberg, les Arthur Clarke, tous ces grands auteurs américains qui me fascinaient, mais aussi les auteurs français. J'ai toujours voulu être écrivain et toujours voulu écrire. La science-fiction pour moi c'était
une lecture, mais aussi une modalité de participation. J'ai compris très tôt que ce que je rechercherais, c'est participer. Alors au début, j'écrivais pour mes amis. En fait, j'écrivais des romans un peu étranges qui s'appelaient par exemple Voyage dans la proposphère, qui était la sphère des proches, où je transfigurais mes amis dans des rôles un petit peu comme ça, la Michael Moorcock, tu vois, entre l'ordre et le chaos. Et puis petit à petit, je me suis mis à écrire un peu plus sérieusement. Mais j'ai été finalement dans la science-fiction avant d'être dans l'histoire véritablement. Okay. Côté historique, c'était plutôt, j'adorais toutes les mythologies, comme c'est fréquent d'ailleurs lorsqu'on s'intéresse aussi à la science-fiction. J'étais passionné par la mythologie égyptienne, les mythologies gréco-romaines, etc. Je lisais beaucoup de légendes quand j'étais petit. Je me rappelle notamment, Mickaël, d'un livre qui s'appelait Les légendes du monde entier, et qui était illustré magnifiquement, et c'était un de mes premiers livres dont je me souviens. C'était écrit gros, il y avait des belles couleurs, etc. Et je relisais ça sans cesse, voilà, sur ces légendes-là. Et puis j'ai commencé à publier. Alors finalement, oui, en fait, j'ai commencé à publier en 1998 exactement. Première nouvelle, c'était donc dans l'anthologie Étoiles vives, qui était à l'époque co-dirigée par Olivier Girard et Gilles Dumay. Voilà. Et puis, alors j'avais déjà écrit des choses pour moi de mon côté. Et puis après, les choses se sont enchaînées en fait. Et en parallèle, je continuais moi à être sur mon chemin de juriste, d'étudiant en droit. Et alors c'est marrant parce que j'ai publié mes premières nouvelles avant de soutenir ma thèse. Okay. Parce que la thèse thèse c'était beaucoup plus sérieux sur l'histoire des avocats, tu vois. Ah oui. C'était en 2001. Donc si je fais le parallèle, tu vois, la première novella qui a marqué mon parcours, c'est l'Apopis républicain. Qui a été publié dans une anthologie qui a pas duré longtemps malheureusement, qui avait été lancée par Gilles Dumay, qui s'appelait Aventure lointaine, et c'était donc en présence du futur chez De Noël. Okay. Et cette anthologie Aventure lointaine, donc c'était une incroyable opportunité pour moi, que Gilles Dumay, qui était à qui je dois beaucoup, qui m'a donné vraiment les premiers conseils d'écriture. Et donc l'Apopis républicain, c'était 1999. Je me rappellerai toujours quand je l'ai reçu à la maison, voilà, cette anthologie, et c'était bien plus que 2 ans avant ma soutenance de thèse. Donc tu vois, d'une certaine façon, j'ai été auteur avant d'être enseignant-chercheur finalement. Et voilà, donc les choses se sont construites au fur et à mesure comme ça, avec des étapes finalement qui se sont presque, comment te dire, elles sont presque arrivées naturellement pour moi. C'est-à-dire les projets s'enchaînaient, et je suis passé petit à petit du lecteur pur à l'auteur. J'ose pas dire l'écrivain parce que je suis pas très prolifique quand même, mais en tout cas à l'auteur, voilà, que je suis devenu. Oui, alors pas très prolifique, t'as quand même, voilà, quand j'ai vu la liste, c'est sur Noosphère de tes nouvelles, il y en a quand même un certain nombre maintenant, oui. Ouais, des nouvelles ça va, les romans, il y en a 8 à peu près, on va dire 8-9. Bon, sur 20 années d'écriture, on est en 2020, tu vois, j'ai commencé en 98 à peu près, donc un peu plus de 20 ans. Bon, c'est pas énorme non plus. Je connais des collègues, des amis de ma génération, les Xavier Mauméjean, les Joanne Elio par exemple, les Laurent Casey. Laurent était un peu plus jeune, mais les Laurent Casey, tout ça, ces copains-là qui ont commencé dans fin des années 90 et qui ont beaucoup plus publié que moi, probablement. Voilà, beaucoup plus de romans, beaucoup plus de nouvelles. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de nouvelles. Je dois avoir une quarantaine de nouvelles et 8 romans, mais bon, voilà, j'aurais pu être beaucoup plus prolifique, mais ça n'a pas été le cas. Tu les as regroupés dans plusieurs recueils des nouvelles. Alors, La Cité du Soleil et autres récits héliotropiques, c'est un recueil, mais c'est pas vraiment. C'est un recueil de nouvelles qui a été écrite pour ce recueil-là, en fait. Pas tout à fait. En fait, La Cité du Soleil, c'est le premier recueil de nouvelles que j'ai publié. Il y a 3 nouvelles dedans, donc l'Apopis républicain, La Cité du Soleil et Dernier filament pour Andromède. Et en fait, c'est grâce à Olivier Girard et grâce à Gilles Dumay encore. C'est vraiment mes 2 papas. Tu vois, je suis le fils de 2 papas en science-fiction qui m'ont vraiment, si tu veux, mis le pied à l'étrier avec ce recueil qui a été publié au Bélial en
2003 et ensuite repris en poche en 2005. Ça, c'était la chance aussi que j'ai pu avoir d'être repris en poche plusieurs fois. Et effectivement, il y a un thème commun qui est l'utopie et le soleil, le rapport à la lumière, le rapport au soleil, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, moi je suis un passionné d'utopie. Voilà, dès le début, dès mes premiers textes, j'ai toujours voulu faire le lien entre l'utopie et la science-fiction. Et tu vois, là, je suis en train de mettre la pierre finale à une monographie très académique, un peu trop sérieuse sans doute, sur l'utopie et la culture juridique. Tu vois, donc ça continue le chemin. Et donc ces 3 nouvelles, en fait, au départ, elles étaient séparées. L'Apopis républicain, c'était une uchronie. Dernier filament pour Andromède, c'était une volonté d'aller chercher la fin des temps. Tu sais, la fameuse image du plus lointain futur possible. Et entre les deux, eh bien, il y avait ce mémoire de DEA. Maintenant, on appelle ça Master 2. Ce mémoire de DEA que j'avais fait sur la cité du soleil, la Città del Sole, d'un moine dominicain de la Renaissance qui s'appelait Tommaso Campanella, qui était pas très connu à l'époque, qui avait écrit une utopie solaire, une utopie centrée sur une sorte de temple du soleil. Et j'avais tellement aimé ce texte que j'ai proposé à Olivier Girard d'en faire, à partir de ce texte-là, d'en faire une nouvelle un peu, une enquête, tu vois, une enquête archéologique, une culture, à la recherche d'une culture perdue. Et c'est ces 3 textes qui finalement ont fait un bel ensemble et ont donné naissance à la Cité du Soleil. Ok. Et donc là, c'était c'était le thème de ton mémoire de DEA. Donc t'as réussi à faire des passerelles entre tes deux passions. Ouais, j'ai toujours fait ça. Je crois que pour être clair avec toi, avec ceux qui écoutent cette émission, je n'ai jamais écrit quelque chose qui ne m'ait été inspiré soit par la famille, soit par ma famille, par ma vie familiale, soit par ma vie universitaire. C'est-à-dire que soit ma vie universitaire a inspiré par les cours que je faisais, par exemple, ou par les articles qu'on me demandait parfois de rédiger et qui me frustraient parce qu'ils étaient austères et tu vois, on pouvait pas aller loin, c'était complètement cadenassé, tu vois, et donc moi j'avais besoin de sortir de ça. Ou alors, souvent du côté familial, avec des hommages, bien souvent à mes grands-parents qui ont énormément compté dans mon parcours. Et donc ça a toujours été comme ça. Donc c'est vrai que les passerelles ont été là dès le début, absolument, ouais, tout à fait. Tancred, par exemple, donc cette uchronie qui est un peu mon texte principal, je dirais aujourd'hui encore, pour l'instant en tout cas, a été vraiment une volonté d'hommage à mon grand-père maternel, qui s'appelait Clément Zaffini, qui était passionné de musique baroque et qui a retrouvé ce Tancred d'un compositeur provençal qui s'appelait André Campra. Et toute ma jeunesse, j'ai vu mon grand-père passer des heures et des heures et des heures dans son bureau. Lui, il était donc chef d'orchestre, oboïste, et il composait de la musique, et à retrouver ce fameux Tancred, et chaque fois je lui disais, mais sur quoi tu travailles? Sur Tancred. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage aussi, donc j'ai dit, il avait son Tancred, donc il me faut le mien en écho à sa passion. Ok, c'est passionnant de voir effectivement comment le vécu, on a parlé dans des précédents podcasts avec Florian Soulas, etc., de l'importance du vécu, Jean Krug aussi, pour en tant qu'auteur, autrice, pour se recharger et avoir trouvé l'inspiration, mais c'est on le retrouve aussi beaucoup bien chez toi. Dans les recueils, dans les nouvelles, dans les anthologies dans lesquelles tu as publié des nouvelles, tu te retrouves du coup avec en bonne compagnie. Par exemple, j'ai noté l'anthologie Dragon parce que Mélanie, c'était Estelle Fay qui m'en avait parlé de son texte dans l'anthologie Dragon, et tu es aussi dans cette anthologie-là. Donc donc là, t'étais sur de la fantasy. Oui, c'est ça, sur de la fantasy. Moi, j'avais choisi la fantasy scandinave, et d'ailleurs, je m'étais inspiré de l'Edda, cet ancien poème scandinave, et j'avais repris pas mal de choses. Alors, c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'ai vu donc Sébastien Guillot qui avait édité ce bouquin à l'époque, je me rappelle plus en quelle année c'était exactement, et c'est le seul bouquin que je n'ai pas dans mon dans mon parcours en fait, parce que je l'avais offert quand je l'avais reçu, j'avais reçu qu'un seul exemplaire. Donc un jour il faudra que je le récupère. Alors bien sûr j'ai le texte qui s'est retrouvé aussi dans un recueil en numérique que j'avais fait aux éditions ActuSF il y a quelques temps. C'est un texte que j'aime bien, c'est l'une des rares fois où j'ai véritablement je me suis concentré véritablement sur de la fantaisie pure,
pure, avec, et encore, c'est pas tout à fait de la fantaisie pure, en fait, je contourne un peu l'obstacle, et sur une mythologie bien spécifique, bien particulière. Oui, je parlais du coup tu vois, être en bonne compagnie, etc. Avec Estelle, avec plein d'autres. Ouais. Et tu as écrit, alors j'ai l'impression que la collaboration, ça fait aussi partie de ton mode de fonctionnement, parce que tes premiers romans, c'était coécrit en fait. Donc j'ai noté L'école des assassins, qui était avec Thomas Day. Thomas Day, ouais, tout à fait. Thomas Day, oui. Okay. Alors, Qui est un autre auteur assez prolifique, je crois. Alors Thomas Day, d'abord c'est Gilles Dumay. Hein, maintenant, ça n'est plus un secret. Le jeu sur les pseudos, c'est quelque chose qui nous amusait tous quand on était jeunes, mais maintenant nous sommes assagis. Moi-même, d'ailleurs, j'en avais pris un aussi que de temps en temps je récupère. Mais donc pour Thomas Day, c'est Gilles Dumay en fait. Et donc Gilles, quand on s'est rencontrés au début, c'est ça qui était très drôle, ça je peux te le raconter parce que c'est toujours quelque chose de très sympa. Il m'a dit j'aime bien, alors on se vous voyait au début, hein, j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien vos nouvelles, etc. Puis on est rapidement passé au tutoiement. Et puis quand j'ai fait l'Apopis républicain, il a vu comment je tenais compte en fait de ses conseils. Et du coup, très rapidement, il m'a proposé de coécrire et j'ai accepté parce que j'y ai vu d'abord une chance incroyable de coécrire avec Thomas Day, avec Gilles Dumay, avec toutes les connaissances qu'il avait. Et puis parce que ça m'amusait terriblement d'écrire une sorte de roman cyberpunk littéraire qui se passait en Hong Kong en 2047 et qui ressemblait à Ghost in the Shell et à plein d'autres choses. C'était bien avant la vogue pour les Marvel et les néo-cyberpunk. Donc on a vraiment eu cette expérience de coécriture qui était géniale et que j'oublierai jamais. Et donc on a écrit L'école des assassins, qui était une idée de Gilles au départ, avec un synopsis qu'on a fait ensemble, avec des personnages qu'on s'est un petit peu partagés. Et puis en retour, je lui ai proposé, quand on a fini L'école des assassins, quelques temps plus tard, de coécrire un roman de fantaisie historique et en même temps de science fantasy en fait. Il faudrait revenir sur Apophis là qui vient de publier le guide des sous-genres et des genres de l'imaginaire pour discuter de ces questions-là. Mais moi, je me suis jamais tellement intéressé aux étiquettes en fait, en réalité. Et donc on a écrit Le double corps du roi, qui est un roman de fantaisie historique inspiré des théories médiévales du pouvoir royal, notamment des travaux de Kantorowicz sur la notion des deux corps du roi. Okay. Et donc Gilles a accepté évidemment, et donc ça a été la deuxième collaboration avec Thomas Day, qui a été tout aussi amusante et galvanisante. Je crois que j'oublierai jamais. On a fini L'école des assassins à Paris, dans un appartement que Gilles avait rue Kronstadt, et on était tous les deux malades de la gastro. Donc c'était dans des conditions dantesques, et on a fini Le double corps du roi au fin fond du Puy-de-Dôme, pas loin de la Chaise-Dieu, dans une maison que nous avions louée au fin fond de la forêt, où il y avait 92% d'humidité, et on écrivait toute la journée en écoutant à fond Le Seigneur des Anneaux et Princesse Mononoke. Voilà, c'était un super souvenir. Et pour aller au-delà de ça, la coécriture, c'est vraiment génial parce que c'est pas l'addition des difficultés que chacun a, mais c'est au contraire la multiplication des talents, des capacités, l'exploration de nouvelles capacités. Et du coup, on est bien meilleur souvent à deux qu'on ne l'est tout seul, même si parfois c'est vrai que c'est difficile, on doit faire des concessions, mais c'est peu de choses au regard du plaisir d'abord de pas être tout seul finalement. Et puis on a besoin parfois, moi j'ai toujours besoin qu'on me pousse un peu. C'est vrai que quand je suis livré à moi-même, je laisse passer un temps fou, un temps considérable pour aboutir, alors que là, quand on est deux, il y en a un qui fait un chapitre et qui envoie le chapitre et ainsi de suite. Et donc c'est de très belles expériences. Et donc après, bon, j'ai pas refait la chronologie, mais j'imagine que tu as écrit des nouvelles entre-temps, etc. Oui, pas mal, ouais. Avant d'arriver à Tancred, donc l'Uchronie dont tu parlais, en hommage à ton grand-père. Et ensuite, alors récemment, oui, il y a 8 ans peut-être même, quand même, malgré tout. Ouais, c'est pas si récent. T'avais fait l'origine des victoires. Alors, là, j'ai envie que tu m'en parles parce que c'est
très intriguant. C'est des nouvelles indépendantes, mais reliées par un thème commun sur le rôle de la femme dans l'histoire. Donc, ça a l'air passionnant. Ouais. Oui, alors c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Donc, je t'ai dit tout à l'heure un peu que Tancrède c'était un peu le livre un peu majeur, en tout cas celui que la plupart des gens qui s'intéressent à mon parcours considèrent un peu comme le livre à ne pas rater dans mon parcours, si tant est qu'il soit intéressé par ce parcours-là d'auteur. L'origine des victoires, c'est un livre qui m'est très cher, très personnel aussi, qui est véritablement la réponse à Tancrède. Si tu veux, Tancrède, c'est un roman très guerrier, très masculin, très politique, très uchronique au sens très technique du terme même, puisque c'est une uchronie qui est en train d'avoir lieu, tu vois. Donc il y a ce côté très focalisé de Tancrède, et je voulais en opposition faire un roman sur les femmes, la place des femmes dans l'histoire, et jouer en même temps l'histoire secrète, puisque tu sais que l'uchronie, c'est lorsqu'un événement de l'histoire a changé et qu'on est dans un monde parallèle. L'histoire secrète, c'est beaucoup plus rien n'a changé. En fait, nous sommes dans notre histoire. Simplement, les explications que l'on nous donne ne sont pas les vraies, ne sont pas les bonnes. Et je voulais revisiter l'histoire, et notamment l'histoire de la Provence, puisque moi je suis né à Marseille, et même si j'habite à Nice aujourd'hui, je reste très provençal dans l'âme, si tu veux. Je voulais partir de ce territoire provençal, au sens large du terme, des calanques de Marseille, on va dire jusqu'à l'Italie, pour ainsi dire, et en mettant en avant donc une lecture un peu fantastique de l'histoire, c'est-à-dire il y a le postulat, c'est ça, il y a un être surnaturel, un être venu d'outre-terre, venu d'outre-espace, un peu comme dans La faune de l'espace de Van Vogt, tu vois, un être négatif, un être qui en fait se sert et se nourrit de la violence. En fait, parce que en tant que juriste, moi j'ai cette problématique de la violence qui me hante, c'est-à-dire que le droit comme rempart à la violence, et même si le droit est insuffisant, c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que mieux vaut un droit insatisfaisant qu'une violence brute à laquelle on laisse libre cours. Et donc cet être d'outre-espace se nourrit de la violence des hommes en particulier, et les femmes échappent à son influence. Et donc je revisite l'histoire de façon large en imaginant une société secrète de femmes en fait, qui se transmettent de génération en génération des techniques. Alors c'est des techniques de combat, mais c'est surtout des techniques rhétoriques en fait. C'est pas des pouvoirs mentaux, elles sont pas télépathes, elles sont pas télékinésistes ou autres. C'est des techniques de contournement, des techniques de manipulation, des techniques d'intelligence des situations stratégiques, et parfois aussi des techniques de combat. Ce sont aussi un peu des combattantes, mes victoires, que j'appelle donc les victoires, et qui finalement essayent de limiter les agissements de cet être maléfique, de cet être démoniaque, sans lequel l'humanité serait plus heureuse. Parce que finalement, la question c'est de répondre pourquoi ça va si mal quand même à travers l'histoire, pourquoi autant de guerres, autant de violences, autant d'atteintes aux droits humains. Et ce livre n'a pas perdu son actualité aujourd'hui, au contraire. Tu vois, je continue à m'en préoccuper, je co-dirige un DU sur les violences faites aux femmes, et tous les jours je mesure le chemin, voilà. Donc c'est un bouquin que j'aime beaucoup, qui est très personnel, qui est écrit dans un style d'écriture qui pourrait ne pas être de la science-fiction. En tout cas qui ne cherche pas à se conformer au canevas classique d'écriture de la SF. Et effectivement, il y a 7 nouvelles dans la première version, il y en a 8 dans la deuxième version, celle qui est parue chez Helios, donc grâce à ActuSF. Et effectivement, ces nouvelles sont toutes indépendantes, on peut les lire dans l'ordre que l'on veut, même si on n'est pas obligé de faire l'ordre chronologique, mais toutes contribuent à donner un éclairage différent sur cet univers-là dont je pose la cohérence, si tu veux, au début et à la fin. Voilà. Et c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Je suis content de l'avoir écrit. Et bon, il a pas si bien marché que ça, malheureusement. Il est arrivé un peu en retard dans l'histoire de mon parcours en science-fiction, et du coup, les gens qui l'ont lu l'ont beaucoup aimé, mais je crois qu'il a pas si bien marché que ça. Voilà. Ok, mais en tout cas tu m'as convaincu, parce que c'est vraiment le genre d'histoire qui m'intéresse et que j'ai envie de lire en fait. Donc c'est un angle d'attaque. J'espère qu'il te plaira, si tu le lis.
Tu as eu, oui, tu parlais de ton parcours quand même, et t'as eu quand même pas mal de prix dans l'histoire, des prix pour tes nouvelles, des prix pour Tancred aussi, oui, que tu disais qui était un peu central dans ton parcours. T'as eu le prix Rosny Aîné, tu as eu le prix européen Utopial. Oui, tout à fait. La même année d'ailleurs pour Tancred, j'ai eu la chance d'avoir ces deux là, le prix Rosny Aîné qui est le prix d'un public et puis le prix européen Utopial qui est le prix d'un jury en fait. Ouais. Donc voilà, c'est comment est-ce que ça t'a aidé? Comment on reçoit un prix en fait dans une carrière, dans un parcours? Alors écoute, on reçoit un prix avec beaucoup de joie. Surtout lorsqu'on est quelqu'un comme moi qui a quand même besoin de reconnaissance et d'échange, c'est-à-dire que moi je pars pas du principe que ce que j'écris est forcément bien ou forcément intéressant, et si je publie relativement peu en fait, Michael, c'est aussi parce que je me dis toujours, est-ce que j'ajoute quelque chose d'utile et qui fasse sens en fait dans le milieu littéraire dans lequel j'interviens, comme pour mes cours par exemple, je cherche toujours à ce que mes cours soient le plus utile possible. C'est une forme d'utilitarisme que j'hérite sans doute de ma vision des Lumières et du XVIIIe siècle que j'aime bien. Voilà. Mais alors du coup, c'est vrai que les prix, d'abord il y a une fierté, mais surtout il y a un sentiment. Pas tellement de fierté, mais d'avoir fait le job, quoi. Tu vois, d'avoir apporté quelque chose et d'avoir servi une communauté que j'aime profondément, qui est plus grande que moi, et dans laquelle je n'ambitionne rien d'autre que d'être comme dans une mosaïque, tu vois, une petite pierre, mais simplement placée au bon endroit, voilà. Et donc ces prix-là, les prix Rosny Aîné, le prix Bob Moran, on a eu le Grand Prix de l'Imaginaire avec Éric Pichol pour un essai sur la vie et l'œuvre de Robert Heinlein, un grand auteur américain de science-fiction. Tous ces prix m'ont littéralement conforté dans mon parcours. Et ça a toujours été une grande stimulation, c'est-à-dire recevoir un prix. Je fais pas du tout partie des gens qui disent oui mais les prix c'est pas grave et tout. Non, pas du tout, les prix c'est important, ça stimule, c'est aussi stimulant que lorsque quelqu'un vous dit que le roman que vous avez écrit lui a plu, lui a apporté quelque chose. Et donc voilà, d'ailleurs tu vois, regarde, je peux m'amuser à te faire un petit clin d'œil, tu vois, ils sont hop, tu vois, là-haut. Tu vois, tu les as, on les verra pas à l'écran, mais tu les as, et je suis très heureux de les avoir eus. Et ma seule ambition, ça n'est pas d'avoir d'autres prix évidemment, mais ma seule ambition a toujours été celle-là, c'est-à-dire écrire quelque chose qui apporte un plus. Et pas simplement écrire pour écrire, c'est-à-dire que assez tôt, bien sûr, on a tous rêvé d'être écrivain à plein temps. Et il y en a aujourd'hui de plus en plus dans le milieu de la science-fiction qui s'est bien développé. Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, et ça c'est une excellente nouvelle. On est presque, Jérôme Vincent disait dans l'Observatoire de l'Imaginaire il y a pas longtemps aux Utopiales, on a une parité presque réelle maintenant, assise finalement entre autrice et auteur. Mais écrire à plein temps pour écrire à plein temps, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis guéri en fait assez tôt. Parce que je voulais avoir la liberté peut-être de ne pas écrire, d'abord parce que j'avais des cours à faire et que ça c'était très important aussi, mais de ne pas écrire quand je ne suis pas mûr, quand j'ai pas vraiment trouvé encore ce que je voulais dire. Et alors que si j'avais été écrivain à plein temps, et beaucoup le sont devenus parmi les gens que je te citais tout à l'heure de ma génération, il faut produire quand même, il faut voilà, tu peux pas te dire je passe 4 ans sur un projet et on verra bien, il faut publier. Et donc moi je suis resté un peu sur cet entre-deux interstitiel, et j'essaye de me dire que quand j'écris quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui va pouvoir durer, voilà, qui va avoir une certaine forme de durabilité et de sens, voilà. Ok, c'est quelque chose que je retrouvais, qui m'a frappé dans la manière, quand j'ai lu ton parcours, parce que tu as un travail d'anthologiste aussi qui est assez énorme. Et on voit que c'est aussi une manière de rendre hommage et de mettre en avant des auteurs. Alors tu parlais de Robert Heinlein dans l'essai que tu as coécrit avec Éric Pichol, mais il y a aussi beaucoup d'autres auteurs dans ton travail d'anthologiste qui sont mis en avant en fait. Alors oui, c'est bien que tu dises ça parce que c'est très important à mes yeux aussi. C'est le côté au service de l'histoire du genre.
et au service de cette communauté dont je te parlais, dont les intérêts pour moi sont supérieurs aux miens. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que l'anthologiste, le rôle d'anthologiste est le rôle d'organisateur d'événements. Et là, je pense en particulier aux journées science et fiction que j'organise aux côtés d'Éric Pichol, aux côtés d'Estelle Blanquet, de Daniel Tron, d'Anouk Arnal, donc à Péresque, dans l'arrière-pays niçois, depuis maintenant 13-14 ans, qui sont des journées où on réunit des chercheurs et des auteurs en tout petit groupe. On est une trentaine de personnes à chaque fois, 20-30 personnes autour d'une thématique. Ces journées et qui donnent naissance à des actes, et donc c'est en ça que on peut effectivement parler d'anthologie finalement, vise à, si tu veux, faire deux choses. Premièrement, faire le point sur une grande thématique de la science-fiction, par exemple l'intelligence artificielle, ou par exemple le temps, par exemple, ou les émotions, comment la science-fiction aborde le temps et les émotions, mettre en avant des auteurs que l'on respecte infiniment et que l'on admire et qui viennent à Péresque. Alors par exemple, ça peut être Roland C. Wagner, Sylvie Lenné, Sylvie Denis, Serge Lehmann, Claude Eken et bien d'autres. Et en même temps, et ça c'est très important, mettre le pied à l'étrier à de jeunes chercheurs qui, quelle que soit leur discipline, aiment la science-fiction et veulent en faire leur domaine de prédilection. Et du coup, ces journées-là leur permettent de se tester, d'échanger avec ceux qui ont déjà un peu plus de bagages et de devenir ensuite des spécialistes. Et c'est pas le moindre de nos fiertés à Eric, à Estelle et à toute l'équipe des journées interdisciplinaires de Péresque, par exemple, d'avoir, il m'en tiendra pas rigueur de révéler ça, mais d'avoir mis littéralement, pas le pied à l'étrier, mais d'avoir accompagné la construction intellectuelle d'un certain Simon Bréant, qui est aujourd'hui professeur à la Sorbonne et qui est spécialiste de l'histoire de la science-fiction en France, et qui est devenu maintenant quelqu'un qui est une éminence grise de la connaissance du genre en France, et qui a commencé avec nous à nos côtés dans ce petit village perdu dans les montagnes. Et ça, c'est très important pour moi. Donc c'est vrai que ça, et puis organiser des colloques, des conventions, etc., ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi très très important à mes yeux. Voilà. D'accord. Et donc, je t'ai écouté, entendu dans les Imaginales. Tu avais présenté des travaux sur la relation entre les univers carcéraux, les prisons et la science-fiction. C'était quelque chose qui avait été produit à Péresque, c'est ça Alors ça n'avait pas été produit à Péresque, ça non. Souvent, ce qui est produit à Péresque et dans les actes de Péresque, il m'est arrivé d'écrire par exemple des nouvelles aussi aux côtés de Claude Eken sur Péresque. Non, là c'était très drôle. Je vous le raconte. Quand j'ai commencé à la fac de droit, la science-fiction n'avait pas très bonne presse. Et j'évitais, comme je te le disais au début, Michael, de dire oui, j'écris de la science-fiction, etc. Je me rappelle même au début, l'école des assassins, c'était bizarre, ça m'avait valu quelques petites remarques. Là, en fait, aujourd'hui, la science-fiction est devenue littéralement un sujet à la mode. Et on est venu me chercher sur un colloque sur l'administration pénitentiaire. Et du coup, je leur ai dit, mais c'est très gentil, mais je suis pas spécialiste de l'administration pénitentiaire. Moi, j'ai travaillé sur les avocats, j'ai travaillé sur les utopies. Et on m'a dit non, mais on voudrait que vous nous fassiez une communication sur les prisons dans la science-fiction. Et alors j'ai dit très bien, j'ai accepté, j'ai fait les recherches qui s'imposaient, j'ai écrit l'article qui sera publié dans quelques mois maintenant, parce que ça met beaucoup de temps, les publications académiques, c'est très lent, c'est encore plus lent que les publications en temps normal. Et du coup je me suis dit je vais en faire des conférences, et ça c'est important pour moi aussi, ça me prend beaucoup d'énergie. Pour ça d'ailleurs que j'écris plutôt des nouvelles que des romans, mais j'aime beaucoup aussi décliner ces recherches en conférences pour que le public, le grand public, se rende compte finalement de tout le potentiel de la science-fiction, de tout ce que la science-fiction peut éclairer dans notre sociabilité, dans notre façon de penser le droit, de penser la justice, de penser la politique. D'où la proposition que j'avais faite pour les Imaginales et qui a été acceptée. Oui, alors j'avoue que c'était pour moi une des conférences phares des Imaginales, parce qu'il y avait
J'ai trouvé ça très émouvant et tu avais une manière d'amener et de faire comprendre finalement l'importance de la rédemption dans la société, voilà, comme une soupape, à la fois une soupape de sécurité et aussi d'espoir. Enfin, c'est l'espoir qui fait le jeu et la souplesse de la vie sociale en fait. Et j'avais trouvé ça, voilà, totalement fascinant. Je pense que ça, c'est là où on rejoint, enfin, on voit comment tu fusionnes un peu le droit et puis la science-fiction comme aussi une manière d'explorer des alternatives politiques, des exercices de pensée sur qu'est-ce que pourrait être la société. C'est ça, hein, c'est exactement ça, la science-fiction, expérience de pensée et même laboratoire, on pourrait dire. Tu vois, j'étais il y a 2 jours avec Yannick Rumpala qui a livré le bouquin, l'essai qui s'appelle Cyberpunk is not dead, qui est un essai sur le cyberpunk, dans la collection Parallax dirigée par Roland Lehoucq aux éditions du Bélial. Je les dénonce comme ça, voilà. Et du coup, on discutait avec Yannick. C'était une rencontre dans une très belle librairie qui s'appelle les Journées Suspendues, en tout petit groupe. Il y avait une 20aine de personnes, et on convenait de la même chose avec Yannick, c'est-à-dire que c'est un laboratoire dont on ne peut pas se priver. C'est-à-dire que la science-fiction, puisque c'est de l'imaginaire, elle nous permet d'aller très très loin, d'imaginer des systèmes carcéraux, des systèmes judiciaires ou des systèmes politiques un peu extrêmes, un peu, je dirais, hors limite. On peut le faire tranquillement parce que c'est de l'imaginaire, et du coup cet imaginaire permet à tous ceux qui nous lisent de faire une sorte de suspension d'incrédulité, c'est-à-dire de se dire oui, je sais que ce système n'existera pas en tant que tel un jour, mais je peux m'amuser à croire que c'est le cas. Et ce faisant, ils font les lecteurs et les lectrices, tout en s'amusant, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont là pour se divertir aussi, ils font ce petit pas de côté qui leur permet de revoir autrement finalement ce à quoi ils sont habitués. Et tu sais, c'est ce que finalement faisaient les utopies du XVIIIe siècle, ou le conte philosophique, ou le conte satirique à la Montesquieu, à la Voltaire, et voilà. Et maintenant, je me sers même de la science-fiction dans mes cours. Je fais attention, je vais doucement, mais il m'arrive de faire lire des textes de science-fiction, pas les miens en général, ça j'évite de le faire, mais des textes de science-fiction à des étudiants de 3e année ou de master parfois. J'ai lu une interview que tu avais donnée pour ActuSF pour la sortie d'un de tes derniers recueils d'ailleurs de nouvelles. Alors attends, je retrouve le titre. C'était en numérique, je pense, le petit répertoire des légendes rationnelles, ouais. Voilà ça. C'est ça, petit répertoire. Oui, c'est ça. Et c'est très intéressant parce que tu expliquais que le droit est aussi une fiction. En fait, la démocratie est une fiction, c'est une construction en fait. Tout comme la science-fiction, les écrits que tu évoques. Donc il y a vraiment un parallèle intéressant que tu as fait entre les deux. Oui, oui, c'est vrai. C'est ce que j'essaye de. Tout est construction pour moi, en fait. Tu vois, même l'histoire. Je vais choquer certains auditeurs et auditrices, mais même l'histoire est une pure fiction. C'est-à-dire que il y a bien sûr les faits vérifiés. Ça, il s'agit pas c'est pas du révisionnisme. Les faits sont les faits, évidemment, et ils sont scientifiquement établis. Mais tout le reste est affaire d'interprétation. Et au fond, le roman historique est souvent une uchronie qui s'ignore, au moins l'uchronie à la clarté, voilà. Et donc c'est cette interprétation qui nous renseigne en fait pas tellement. Moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants, quand on lit un historien ou une historienne d'une époque révolue, du 19e siècle par exemple, ou du 18e siècle, mais surtout du 19e, en fait, sa façon de regarder le passé, notamment l'Antiquité, nous renseigne plus sur son présent à lui que sur ce qu'il sait du passé. Parce que sa façon de le présenter est orientée par rapport au bain culturel dans lequel il se trouve. En fait, l'histoire, le droit, la science politique, tout ça sont vraiment des marqueurs culturels. C'est-à-dire que ce sont des disciplines qui évoluent avec le contexte dans lequel on les enseigne. Et la science-fiction, elle fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois bien que les thématiques de science-fiction sont sur le genre, sur le transgenre, sur l'identité, sur la fin du centralisme culturel occidental, enfin, sur des choses comme ça, sur les failles de la démocratie, plus que jamais pointées du doigt, etc. Et c'est parce que c'est ces interrogations-là qui finalement
hante les subjectivités collectives de notre temps, tu vois. Et donc finalement, les disciplines que j'enseigne sont très proches en réalité de la science-fiction. Simplement, la science-fiction elle utilise la fiction directement et elle a l'honnêteté de le dire, alors que parfois, moi je dis toujours à mes étudiants, à l'université, vous n'apprenez pas des vérités. Vous apprenez des outils pour vous permettre de trouver la vérité sur la pensée de tel ou tel auteur ou sur l'analyse de tel ou tel système judiciaire, par exemple. J'ai aussi l'impression qu'on est à une sorte de croisée des chemins. On se retrouve à un stade de l'humanité où on aborde des problèmes qu'on n'a pas connus dans l'histoire, qu'on n'a pas connus auparavant, où la société, comme tu le disais, avec les problématiques abordées par la science-fiction, la société change et la science-fiction apporte notamment aux plus jeunes générations les outils et pour décrypter ça, donc, qui peuvent pas nécessairement trouver dans les auteurs classiques du passé. Donc je rêverais en fait d'un enseignement à l'école qui soit à l'école, collège, lycée, qui fasse dialoguer en fait des auteurs actuels et des auteurs du passé, en fait, qui mélangent du passé. Plus, ouais. En fait, ce qui est rigolo, tu vas exactement dans le sens de ce que j'ai en tête depuis quelques années maintenant. Alors c'est pas vraiment de la science-fiction, mais tu vas voir, c'est pas loin. Dans une phase de crise comme celle qu'on traverse, qui est une remise en cause de tous nos paradigmes dominants, politiques, économiques, etc. Souvent, plus les auteurs que tu vas utiliser sont loin de nous, et plus ils sont utiles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi j'ai professé, et encore maintenant, que nous sommes les enfants du XVIIIe siècle. Et les enfants des Lumières, et ces Lumières, elles sont fortement attaquées aujourd'hui, parce que Lumière misogyne, Lumière qui n'avait pas remis en cause l'esclavage, Lumière qui mettait les femmes à l'écart, comme disait Condorcet, on a privé la moitié du genre humain du droit de vote, enfin bon. Et en fait, si tu te plonges vers l'Antiquité, ou vers le haut Moyen-Âge, vers le début du Moyen-Âge, les premiers auteurs chrétiens, ou enfin en tout cas l'Antiquité lointaine, tu t'aperçois que les problématiques en fait posées par les philosophes grecs sont tout à fait en phase avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire questionner la nature du régime politique, questionner la nature de la citoyenneté, questionner la nature de la délibération, utiliser la rhétorique, parce que il faut se méfier lorsqu'on entend nos hommes et nos femmes politiques de quelle rhétorique est utilisée. Donc plus on la connaît, plus on peut. Le meilleur antidote de la rhétorique, c'est la rhétorique elle-même, comme dit le Michel Meyer, un des spécialistes de la question. Et du coup, c'est un peu une nouvelle renaissance pour moi, tu vois, Michael. C'est-à-dire que certes, on est dans un monde en crise, qui va mal. Enfin, on parle d'effondrement, j'aime pas trop la collapsologie, mais enfin, il y a des choses qui s'effondrent. Il faut le voir en face. Mais on est peut-être aussi à la veille d'un changement profond du monde. Et l'Antiquité, en particulier, est un outil intéressant pour discuter de ça. Et donc, il faut naviguer comme ça, et la science-fiction nous permet de le faire entre l'image qu'on a du passé et puis l'image qu'on a du présent. Et moi, j'essaie de le faire avec mes étudiants. Alors parfois ça marche pas. Bon, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut essayer de faire en ce moment. Une forme de reprise des questionnements de l'époque, mais avec en s'autorisant à avoir des réponses différentes et qui évoluent. Ok, je vois le. Ouais, notamment dans le rapport à la nature. Clairement, bon, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais en tout cas, on a par exemple mis en avant pendant 1 siècle et demi, voire 2, le droit positif. C'est-à-dire que chaque société a une autonomie juridique de créer sa propre loi sanctionnée par son propre État, indépendamment de toute autre considération. C'est le droit positif national classique. Mais avec les problématiques de climat aujourd'hui et les enjeux globaux mondiaux qui sont les nôtres, on est de nouveau obligé de repenser un droit naturel au sens littéral du terme, c'est-à-dire un droit de la nature, ce que la nature nous contraint à faire ou nous conseille très vivement de ne pas faire pour pas, voilà. Et du coup, on va retrouver quelque chose qu'on avait un petit peu perdu, qui avait dominé l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est la question du juste naturalisme, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des limites universelles au droit qu'il faudrait rappeler. Alors bien sûr, il y a les droits de l'homme, mais c'est les droits de l'homme de l'individu, les droits de l'homme subjectif. Est-ce qu'il n'y a pas des limites
plus objectives qu'on pourrait rappeler pour repenser de législation, par exemple. C'est juste une piste de réflexion qui pourrait être utilisée en revisitant les anciens, en fait. Ok, c'est passionnant, en fait, ça donne envie de creuser le sujet avec toi et d'attaquer à toutes les anthologies que tu as pu contribuer à produire, parce que j'imagine que c'est des thèmes que vous abordez dans vos rencontres. Ouais. Et puis juste pour en profiter, du coup, alors si c'était que moi, je n'aurais pas fait de pub, mais comme on est deux, je le fais et sans hésiter. On travaille avec Jean Barré, qui est un avocat et qui est aussi un auteur bien connu des éditions du Bélial, qui vient de terminer une trilogie qui s'appelle Bonheur, Vie et Mort TM, Trademark, qui vient d'être fini, le 3e volume vient d'être publié là. Et on travaille justement sur ça, sur un conte juridique, sur les rapports entre le droit naturel et le droit positif. C'est un projet que j'ai mené depuis longtemps. Alors c'est le genre de projet dont j'ai l'habitude, tu sais, c'est-à-dire le truc qui commence en 2015, tu vois, puis on est en 2022 bientôt et c'est toujours pas publié. Et donc Jean Barré m'a rejoint sur ce projet et on est en train de le soumettre à des éditeurs, on l'a écrit. Et voilà, on espère que ça va donner lieu encore à un bouquin qui sera un peu inclassable, qui aura toutes les qualités d'un bouquin de science-fiction normal, c'est-à-dire avec des péripéties, des personnages, etc., mais qui derrière sera sous-tendu par cette réflexion dont on vient un peu de parler. Donc soyez vigilants, si on a un peu de chance, Jean et moi, peut-être qu'en 2022 ou en 2023, le titre de travail c'est Le Monde de Julia, mais bon, on verra, peut-être ça sortira quelque part. Ok, écoute, je croise les doigts. Je pense qu'on va conclure là parce que tu as fait une merveilleuse boucle. Tu as prononcé le mot inclassable, la boucle est bouclée par rapport à cette interview. C'est ce que j'avais pressenti au début et on y revient. Merci Hugo infiniment parce que c'était passionnant. Merci beaucoup à toi. J'aurais pu passer 2 heures à discuter avec toi, mais voilà. Faut se méfier. J'ai tendance à parler beaucoup trop. C'est ce que disent toujours mes étudiants. Quand la pause arrive, ils me font signe que c'est la pause. Mais en tout cas, merci infiniment pour ce podcast avec toi. Et tes questions étaient tout à fait passionnantes. Enfin, j'étais parfaitement à l'aise et ça, c'est pour avoir fait pas mal d'échanges, c'est une vraie qualité que tu as de instantanément mettre la tonalité sur la discussion tranquille. Donc ça, c'était super. Merci beaucoup. Merci, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, donc à très bientôt, peut-être pour parler de votre projet, de la sortie de votre projet, j'espère, je croise les doigts. Merci beaucoup Hugo. Merci. Au revoir. Au revoir, merci Mickaël.